Chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à Afrique Média. Dans le cadre de son émission 52 minutes pour convaincre, Afrique Média reçoit aujourd'hui sur son plateau de N'Djamena Monsieur Mbogo Ngabo Seli, ministre tchadien de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Pour vous interroger, Monsieur le ministre, sur ce plateau, nous avons donc Abdoulaye Cyprien Deidou et moi-même, Daniel Nadjitando. Monsieur le ministre, nous allons évaluer et énumérer les différentes réalisations de votre département ministériel pendant les 5 dernières années. Une fois de plus, bienvenue sur Afrique Média, monsieur le ministre. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Les grands chantiers en cours dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, les projets réalisés en cours et les perspectives d'avenir feront l'objet de cette émission. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les principales missions assignées à ce vaste département, un département très technique, n'est-ce pas? Effectivement, un département très technique, comme vous le dites. Comme vous le savez, le ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, que j'ai l'honneur de diriger depuis quelques mois, a pour charge donc de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Ces trois gros volets, le premier l'aménagement du territoire, le second l'urbanisme et le troisième gros volet celui de l'habitat. Ce ministère a également en charge donc de gérer le volet foncier et donc toutes les questions qui se rapportent à l'occupation de la terre. Alors, monsieur le ministre, le secteur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat est l'un des secteurs prioritaires qui bénéficie d'une attention particulière des plus hautes autorités. Alors, en termes de bilan, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ce jour? Bien, peut-être qu'il faudrait que nous procédions par secteur, à une évaluation. On va commencer par l'aménagement du territoire. Tout à fait, tout à fait. Bon, l'aménagement du territoire est un secteur qui est, je dirais, par rapport à nos activités, celui qui est le moins visible, mais qui pour autant constitue, je dirais, le plus important. Je dirais tout simplement que l'histoire politique assez tumultueuse de notre pays, qui n'a pas permis, comme vous le savez, à cause de l'instabilité que nous avons vécue, aux différents gouvernements qui se sont succédés, donc de pouvoir mettre en place une politique cohérente d'aménagement et de développement du territoire. Il y a eu pas mal d'actions sectorielles qui ont été engagées par les différents ministères concernés, mais cela n'a pas toujours obéi à une planification stratégique ni à un cadre global de cohérence nationale. Et pourquoi, monsieur le ministre, vous pouvez me dire en 2, 3 mots, pourquoi ça n'a pas obéi? Parce que tout simplement, déjà, il y a l'instabilité politique, comme je vous l'ai dit, qui est certainement la cause principale. Aussi parce qu'il y a certains plans qui n'ont pas été suivis d'effet. Et surtout aussi parce que sur le plan législatif, réglementaire, le ministère a entrepris certains chantiers qui ne sont pas totalement achevés. Donc, depuis les années 90, et en particulier depuis les dernières années, je dirais que le gouvernement s'est engagé à renforcer la capacité de coordination des actions de développement dans une démarche qui soit plus globale et plus intégrée, à travers donc la mise en œuvre d'un certain nombre d'instruments. Ces instruments, c'est déjà la mise en application, déjà le vote et la mise en application d'une loi qui détermine les principes fondamentaux d'aménagement du territoire, la déclaration de politique générale de l'aménagement du territoire, le schéma national d'aménagement du territoire et l'élaboration et la mise en œuvre de schémas régionaux d'administration du territoire, et enfin, donc, des plans de développement communaux et locaux. Donc, ce sont un ensemble, je dirais, d'actions qui doivent être prises au niveau du ministère, en collaboration avec tous les autres départements ministériels concernés, pour permettre donc d'avoir des outils qui permettent d'avoir un cadre de référence global dans lequel les actions sectorielles pourront ensuite s'insérer. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore effective. À compter quand elle sera effective, ces mesures-là? Bien, déjà, le projet de loi donc, qui fixe les principes généraux d'aménagement du territoire est en circuit. Donc, en cela, nous espérons que elle pourra être adoptée, cette loi, assez rapidement. Ça nous donnera déjà un cadre un peu plus
global dans lequel nous pourrons inscrire nos actions et celles des autres ministères. Nous avons élaboré un schéma national d'aménagement du territoire pour la période 2014 à 2035. Ce document existe aujourd'hui et a été mis à la disposition des différents ministères. Ce document a été présenté au Conseil des ministres et il nous a été demandé donc de pouvoir mettre à jour un certain nombre de données, étant donné que les chiffres qui y figurent sont des chiffres qui datent donc de 2012 et de 2013, avec les différentes avancées que le pays a connues depuis lors. Le Conseil des ministres a souhaité que le schéma national d'aménagement du territoire intègre donc des statistiques plus actualisées pour permettre justement ensuite d'avoir un plan qui s'étendra jusqu'à 2035. Donc, pour vous répondre, je vous dirais que nous sommes donc sur ces réformes-là, nous sommes sur ces chantiers et nous espérons justement, étant donné que c'est des lois qui ont une portée assez générale, que ces lois-là puissent voir leur aboutissement assez rapidement, déjà au niveau du gouvernement, et ensuite qu'elles puissent être adoptées au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, on va parler aussi de l'urbanisme. C'est vrai que c'est le deuxième volet. Quels sont les chantiers ou bien ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes à la tête de ce département en matière d'urbanisme? Ce serait peut-être prétentieux de dire que depuis les 4 ou 5 mois que je suis à la tête de ce département, j'ai pu... Pas pratiquement, parce que vous êtes là il y a longtemps. Bon, pas exactement, pas exactement. Il est vrai que l'administration est une continuité. J'ai eu certainement la chance à un moment donné d'avoir été directeur de cabinet dans ce même département il y a quelques années, avant de revenir comme ministre. Mais comme vous le savez très bien, c'est d'abord un travail d'équipe et un travail notamment qui a été débuté par plusieurs ministres avant que moi je n'arrive donc à la tête de ce département. En ce qui concerne l'urbanisme, la politique du gouvernement vise donc à développer les villes, donc en essayant de répondre au mieux aux aspirations de nos citoyens et de prendre en compte un certain nombre d'enjeux. Ces enjeux, c'est des enjeux dans le domaine environnemental. Il y a de nombreuses questions qui sont aujourd'hui liées au transport, à l'emploi, à la sécurité, au loisir, à l'habitat. Donc, toutes ces questions-là sont traitées de telle sorte que la politique à mettre en œuvre essaye donc de répondre au mieux aux aspirations de nos populations et de faire en sorte que les villes que nous dessinons théoriquement puissent englober et intégrer toutes ces aspirations-là. Ce que je peux dire, c'est que au niveau du Tchad, comme par ailleurs dans la plupart des pays développés, ou en voie de développement, il y a un taux d'urbanisation qui est croissant. Parce que les populations rurales en général convergent vers les villes pour un certain nombre de raisons. Je pense que il est inutile de les rappeler ici. Nous vivons donc un phénomène d'urbanisation rapide, surtout en ce qui concerne notre capitale N'Djamena, mais cela est également valable dans un certain nombre d'autres localités pour des raisons essentiellement économiques pour la plupart du temps. En termes de réalisation, le ministère a eu déjà élaborer 15 plans urbains de référence, 10 schémas sommaires d'urbanisme et a réalisé 2 schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Donc ce sont des documents qui ont été conçus, élaborés et qui servent donc aujourd'hui donc dans l'urbanisation et dans la mise en œuvre donc de projets urbains dans un certain nombre de villes du pays. Monsieur le ministre, c'est vrai que en matière d'humanisme, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rester là, sur cette question en demandant à monsieur le ministre de nous donner un exemple concret d'une ville. Bien, déjà, il y a la ville de N'Djamena, qui, comme vous le savez, est la capitale et qui nécessite donc une vision globale et cohérente. Il y a les plans d'urbanisme de la ville de Moundou qui ont été élaborés. Il y a au niveau de la commune de Kélo, mais là également c'est des initiatives à saluer qui viennent de la part donc des communautés décentralisées où le travail se fait en collaboration avec notre ministère. Il y a la ville de Sarre également qui dispose donc de son plan urbain de référence. Voilà quelques exemples que je peux citer. Voilà, monsieur le ministre, moi je vais parler des lotissements des villes. On voit par exemple N'Djamena, certains quartiers ont été très mal lotis et votre ministère est obligé de passer pour essayer un peu de casser, de restructurer un peu. Et pourquoi ça?
Pourquoi attendre ce moment-là? Pourquoi vous ne l'avez pas fait en avant? Il faut dire que la question que vous soulevez est très pertinente, mais je vous dirais que pour la plupart de nos capitales africaines, c'est le même phénomène qui est visible, à l'exception peut-être d'une capitale comme Abuja, ou de capitales qui ont été créées politiquement de toutes pièces. Parce que, même pour la ville de Paris, vous savez qu'elle a connu de nombreuses évolutions et il a fallu qu'à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui décide donc de casser et de restructurer pour permettre donc à la ville d'avoir donc ces grandes avenues et un peu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Pour en revenir à notre cas plus spécifique, je dirais que il y a de nombreux quartiers effectivement qui aujourd'hui, compte tenu donc de préoccupations liées à l'assainissement, à la sécurité, mais également donc pour pouvoir permettre de dégager des voies pour les routes, pour l'installation d'un certain nombre d'infrastructures, nécessite donc d'être restructuré. Parce que, je l'ai dit aussi tout à l'heure, le phénomène d'urbanisation rapide fait que pour la plupart du temps, les gens s'installent avant de chercher à régulariser un certain nombre de papiers et que les lotissements, il est très très rare que les lotissements se fassent, en tout cas pour les quartiers qui sont situés en plein milieu de la ville. C'est des anciens lotissements qui n'ont peut-être pas pris en compte que la population allait s'accroître autant. Aujourd'hui, le ministère se charge donc de faire des lotissements qui sont en général en périphérie. Et pour ces lotissements-là, déjà, on constate qu'il y a des occupations qui sont faites sur un certain nombre de terrains. Pour les terrains de centre-ville, nous sommes bien obligés, pour faire passer une route, pour pouvoir construire une infrastructure sociale, de pouvoir restructurer, redresser, casser parfois, déguerpir. Ce sont des activités qui sont malheureusement liées à la vision de développement que chaque pays doit se faire. Mais la responsabilité, est-ce que c'est aux occupants qui l'ont occupé illégalement ou c'est la responsabilité de votre ministère ou du gouvernement qui n'a pas pris les choses en main bien avant? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le cas du Tchad, c'est plus des quartiers, des nouveaux quartiers. Gassi, par exemple, c'est des nouveaux quartiers qui n'ont pas 5 ans, 10 ans. Mais quand vous prenez le cas de Gassi, je ne pense pas qu'au niveau de Gassi, qu'il y ait des problèmes particuliers de restructuration à faire, parce que c'est des zones qui ont été loties et pour lesquelles des plans de lotissement existent. La responsabilité, certainement, le ministère y porte une certaine responsabilité dans la mesure où c'est notre mission et notre rôle donc de veiller à ce que les terrains ne fassent pas l'objet d'occupations anarchiques. Mais ça, c'est le combat, je dirais, que nous menons au quotidien. Ce n'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout, parce que, comme vous le savez, la terre appartient à l'État, mais avant que l'État n'arrive pour faire ses lotissements, en général, ces terres-là sont occupées, traditionnellement du moins. Elles font partie donc de villages ou de cantons. On parle beaucoup ici des Boulama, donc qui sont un peu des chefs de terre, qui sont implantés dans certains quartiers périphériques, parfois depuis plusieurs décennies. Et les terrains qui sont aujourd'hui lotis au profit de l'État, souvent ce sont des terrains qui ont servi naguère à des champs de culture et qui aujourd'hui se retrouvent donc dans l'emprise du périmètre urbain de N'Djamena et pour lesquels il faut bien donc que l'État fasse respecter son autorité et les tracer convenablement pour qu'ensuite qu'on puisse implanter donc des habitations et des logements. Monsieur le ministre, nous allons évoluer un tout petit peu dans le cadre du développement humain. Durant les 5 dernières années, qu'est-ce qui a été fait pour le Tchad? Bien, cette question est beaucoup plus large et ne concerne pas seulement mon département. Je dirais que en ce qui nous concerne plus spécifiquement au niveau du ministère de l'Urbanisme, les villes sont considérées comme des établissements humains. Et c'est là où, justement, les hommes que nous sommes, y passons donc la plupart de notre temps. Je dirais que au niveau du ministère, il y a déjà la stratégie nationale du logement qui a été élaborée et mise en œuvre au sein du ministère pour permettre à chaque Tchadien d'avoir un toit. Dans ce cadre-là, la plupart des efforts entrepris par le ministère a consisté à mettre en place un certain nombre de lois. Le plus important consistait déjà donc à élaborer
des textes législatifs et réglementaires, qui visent ensuite donc à permettre que les logements, que la politique de l'habitat puisse se développer sans trop d'encombre, je dirais. L'objectif est de pouvoir réaliser un certain nombre de logements sociaux, mais pour cela, je dirais que le travail reste encore à finaliser, parce que l'État n'a malheureusement pas toujours les ressources financières donc pour pouvoir construire des logements sociaux pour tous les bénéficiaires, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Nous sommes donc dans le cadre de la politique de l'habitat, puisque la question des établissements humains recouvre également cette question implicite donc de l'habitat, je l'ai dit tout à l'heure. Des textes ont été pris. C'est le cas donc d'un certain nombre de lois, notamment les lois qui fixent donc les principes fondamentaux applicables en matière de construction, de la loi qui fixe les principes fondamentaux en matière d'urbanisme, de la loi qui fixe les principes fondamentaux du financement et de promotion de l'habitat au Tchad. Ces différentes lois fixent le cadre général, elles doivent être complétées par des décrets d'application, mais quand vous prenez la première qui détermine donc les principes fondamentaux applicables en matière de construction, le but est de fixer des normes pour que justement les Tchadiens puissent construire des logements qui respectent un certain nombre de normes minimales dans lesquelles justement les populations, les femmes, les jeunes, les enfants puissent vivre dans des cadres qui permettent leur épanouissement. Je disais que cette charge n'est pas seulement celle du ministère, parce que en matière d'infrastructure aussi, ça c'est le développement humain. Je pense que là, mon collègue des infrastructures serait mieux placé pour répondre à tout ce qui a pu être fait. Mais nous, notre rôle au niveau du ministère de l'urbanisme, c'est de faire en sorte que dans tous les plans d'urbanisme que nous faisons, qu'il puisse être prévu des espaces qui permettent ensuite aux populations de disposer donc d'infrastructures pour leur épanouissement et pour leur développement. Ces infrastructures, ce sont lesquelles nous veillons donc, lorsqu'il y a un lotissement, à prévoir des emplacements pour des hôpitaux, à prévoir des emplacements pour des écoles, à prévoir des emplacements pour des églises, pour des mosquées. Bref, des emplacements qui, en amont, permettront, lorsque le moment sera venu, donc de les attribuer à des personnes ou à des entreprises qui respectent les conditions données, donc de pouvoir trouver un espace qui s'intègre en totale harmonie avec le lotissement qui a été prévu. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais globalement, voilà ce que je peux en dire. Non, mais tout autour de N'Djamena, monsieur le ministre, combien de projets de lotissement avez-vous déjà réalisés? Bien. Les projets de lotissement, je ne peux pas vous citer un chiffre de tête, mais je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes, les derniers lotissements concernent donc les zones de Gaoui, Arangadi, Adasakin. C'est ceux sur lesquels nous travaillons pour le moment. Votre question me permet donc d'aborder aussi un sujet qui est préoccupant, à mon sens. C'est que nous ne connaissons pas, enfin, tel que les choses se font avec l'urbanisation, avec le développement des quartiers. Il va falloir que nous nous arrêtions un jour pour dire, mais où sont les limites du périmètre urbain de N'Djamena? Parce qu'on se retrouvera, in fine, avec une ville qui va s'étendre, on ne saura pas quelles en sont les limites. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être que on arrête de lotir, qu'on voie déjà dans le périmètre urbain, après avoir fixé au nord, au sud, à l'est et à l'ouest les limites géographiques de la ville de N'Djamena, qu'on s'arrête pour dire, bon, voilà les limites de la ville de N'Djamena, tout ce qui doit se faire à l'intérieur de N'Djamena, sinon on serait dans une banlieue ou dans une périphérie. Et comment restructurer N'Djamena à l'intérieur pour que il y ait donc des cadres qui permettent à la population de s'épanouir et de disposer du maximum d'infrastructures. Oui, mais sur cette question, nous prenons par exemple la route à la sortie sud de N'Djamena. Entre-temps, il y avait, on sentait une limite entre la région du Charibabouni et la région de N'Djamena. Aujourd'hui, on ne sent plus cette limite. Entre N'Djamena et Koudoul, on ne sent pratiquement pas cette limite. Alors, est-ce que
On peut dire que N'Djamena, c'est peut-être le prolongement de Kundul, ou bien... Bon, la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est Kundul qui s'est rapproché de N'Djamena, ou est-ce que c'est N'Djamena qui s'est rapproché de Kundul? Non, tout ce que je peux dire, c'est que il est normal aussi quelque part que pour des villes périphériques qui sont situées à proximité de la capitale, qu'il y ait à un moment donné une urbanisation dans un sens ou dans un autre, qui fasse que la capitale rejoigne ces zones périphériques là où qu'elle le rejoigne. Ce n'était peut-être pas le cas à un moment donné parce que quand il n'y a pas de route, par exemple, les distances sont très longues. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de fonctionnaires, vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dans le secteur privé, qui ne vivent pas à N'Djamena, qui n'y viennent qu'en journée pour travailler et qui le soir repartent habiter à Bakara, à Kundul. Donc en soi, c'est peut-être cette extension urbaine là qui s'est faite et qui fait que les frontières, en tout cas géographiques, n'existent plus de visu. Madame le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des logements sociaux. Au Tchad, il n'existe quasiment pas de logements sociaux. Il y avait des programmes, des projets de construction de logements sociaux. De première pierre. Et jusqu'à présent, il n'y a rien qui est sorti de terre. Ça fait peut-être 4 ans, 5 ans. Où en êtes-vous avec ce projet, notamment celui de Touka? Bien, il y a eu plusieurs expériences, il est vrai, dans le domaine donc des logements sociaux pour lesquels l'État a signé quelques conventions il y a quelques années, mais également pour lesquels l'État a dû en résilier un certain nombre. Tout simplement parce que les engagements qui avaient été pris par les promoteurs n'avaient pas été respectés. Concernant la question des logements sociaux et la question des logements et de la promotion immobilière, tout simplement, vous l'avez vous-même dit, notre pays est certainement très en retard par rapport aux autres. Je dirais que c'est déjà un peu culturel aussi, parce que les Tchadiens préfèrent avoir eux-mêmes leur propre lopin de terre et de construire eux-mêmes leur maison, quel que soit le temps que cela prendra, brique par brique. Donc c'est un phénomène d'autoconstruction qui représente à peu près 80% donc de tout ce qui se fait en termes de construction au Tchad. Notre ambition, je vous ai parlé tout à l'heure donc des limites que nous devrons essayer de trouver pour la ville de N'Djamena. L'une des solutions passe, je pense, aussi par l'identification, le choix et la création peut-être au niveau du Tchad donc d'opérateurs économiques qui s'intéressent au domaine de la promotion immobilière. Parce que partout ailleurs, quand vous prenez des pays comme le Cameroun, quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est des activités qui vraiment marchent très très bien et qui sont tenues par des opérateurs de ces pays-là. Au Tchad, nous n'avons peut-être pas encore beaucoup de promoteurs dans ce domaine-là. Nous espérons que il y aura des vocations qui vont être suscitées. Mais il sera de notre devoir en tant qu'État de mettre à la disposition de ces opérateurs-là des terrains à charge pour eux ensuite donc de les viabiliser. La viabilisation peut se faire soit par l'État, soit par eux-mêmes. Donc mettre à leur disposition des terrains et à charge pour eux ensuite de trouver des personnes qui s'intéresseront aux projets immobiliers qu'ils vont concevoir. L'une des failles, je dirais, des différentes conventions qui ont été signées jusqu'à présent par l'État, c'est que on veut faire porter à l'État un rôle qui n'est pas le sien. Les conventions ont été signées pour la plupart du temps pour la construction d'un certain nombre de logements, 5 000 logements, 10 000 logements. Mais derrière, il n'y a pas eu une politique de commercialisation ou de distribution de ces logements-là qui a été mise en place. Ça veut dire que les promoteurs venaient vers l'État, souhaitaient que l'État mette à la disposition non seulement les terrains, mais finance également les logements. Vous êtes bien d'accord avec moi que ce n'est pas véritablement le rôle de l'État de jouer le rôle de promoteur immobilier. L'État peut encadrer, l'État peut mettre à disposition des terres et veiller à ce qu'il y ait une politique immobilière qui soit favorable aux populations. Nous souhaitons que les promoteurs immobiliers avec qui nous allons travailler, je l'espère, et que cette profession s'organise, pourront venir avec des projets où nous serons disposés à échanger avec eux pour voir dans quelles conditions on pourrait mettre à leur disposition des terrains situés en zone urbaine, que eux se rapprochent de la banque de l'habitat qui est en cours de constitution, où
de différents établissements financiers pour ensuite trouver les moyens de financer les logements. Maintenant, à côté de cela, il faudra aussi qu'il y ait des Tchadiens qui soient intéressés par ces projets-là, qui se rapprochent des sociétés de promotion immobilière et qui discutent avec eux sur les modalités pratiques maintenant d'acquisition de ces logements. Ce n'est pas vraiment notre rôle à nous. Pour revenir à la question de Toukra, nous avons signé une convention qui est en train de suivre son cours avec un groupe espagnol pour lequel l'État a signé donc une lettre de confort pour leur permettre d'obtenir des financements. Cette société doit construire 10 000 logements, selon les principes que je vous ai expliqués tout à l'heure. Nous avons également signé une convention avec Shelter Afrique, qui est un établissement financier panafricain, et qui se charge actuellement donc de viabiliser dans la zone de Toukra, à travers la société de promotion immobilière et foncière, qui est une société d'État, une zone de 55 hectares. Et l'objectif est de pouvoir y produire 800 parcelles qui ensuite pourront être construites et vendues au profit donc des personnes qui le souhaiteront. Voilà un peu ce qui se fait pour le moment dans la zone de Toukra. Mais cela dit, l'État reste tout à fait disposé, aussi bien dans les autres zones et dans les futurs lotissements à faire. En tout cas, je pense que c'est une réflexion que nous devons mener, plutôt que de procéder à des attributions classiques comme nous le faisons aujourd'hui, de veiller à définir donc des zones qui seront prioritairement réservées à des sociétés de promotion immobilière pour qu'elles puissent réaliser soit des logements sociaux, soit des logements économiques, soit des logements de haut standing. C'est ce qui se fait dans les autres pays et il faudra bien qu'au niveau du Tchad, que nous puissions le faire aussi à un moment donné. Mais est-ce que le Tchadien, le fonctionnaire moyen a quand même la possibilité d'acquérir ce genre de logement? Est-ce que ça va paraître... Sachant que le salaire minimum est à 50 000 francs CFA, par exemple? Non, il faut dire effectivement que le niveau des salaires de nos fonctionnaires est un problème. Et c'est ce qui fait peut-être aussi que cette politique de logements sociaux n'a pas totalement pris. Comme vous le savez, nous sommes un pays enclavé. Et à la différence de nombreux de nos pays voisins, on importe quasiment tout. Jusqu'à il y a quelques années, le ciment était lui-même importé. Aujourd'hui, le prix du ciment reste encore à des niveaux assez élevés. Ça fait que ce qui peut être considéré comme logement social ailleurs, par exemple à 8 millions de francs CFA, ici au Tchad, on ne peut pas l'obtenir à 8 millions de francs CFA. Peut-être que ça coûtera autour de 16, 17 ou voire même 20 millions de francs CFA. Il y a tout un travail à faire et c'est pour ça qu'il y a la nécessité pour l'État d'accompagner, en tout cas pour les fonctionnaires et pour les personnes à revenus vraiment modérés, que l'État puisse encadrer cette politique de logements sociaux et de prendre des mesures qui leur permettent donc d'acquérir des logements qui soient à la hauteur de leurs moyens financiers. Cela peut être par la mise à disposition donc de terrains gratuitement. Ça peut être à travers des fonds de bonification qui seront mis à travers la Banque de l'Habitat du Tchad ou à travers d'autres mécanismes financiers qui restent à définir. Nous avons, excuse-moi, nous avons vu aussi que il y a des exemples concrets. Il y a des terrains qui ont été mis par l'État à la disposition de certains fonctionnaires qui sont restés pratiquement nus. Est-ce que ces terrains vont continuer à rester comme ça ou bien... Mais là, en fait, là vous parlez donc de la procédure d'attribution. Déjà, il faut noter que lorsqu'on attribue un terrain, que ce soit à un fonctionnaire ou à quelqu'un qui est du privé ou à n'importe quel Tchadien, il y a des frais derrière. Donc, il y a une fiche d'attribution qui est établie, il y a des taxes de bornage, il y a le coût de l'élaboration du plan, il y a le prix du terrain lui-même, qui en général n'est pas très élevé. Et il faut bien que ces personnes-là s'acquittent déjà donc, de ces différents frais-là pour se considérer quelque peu, parce que la procédure elle est longue avant d'obtenir la propriété, mais il faut déjà qu'ils s'acquittent donc de ces droits-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes dans un phénomène plus d'autoconstruction. Chacun essaye, à la hauteur de ses moyens, de construire. Donc, bien entendu, s'il n'y a pas un accompagnement financier
notamment des banques, il est difficile que les gens puissent trouver les moyens de pouvoir construire. Mais votre question me permet donc d'aborder aussi le sujet du retour au domaine de toutes les parcelles pour lesquelles les attributaires n'ont pas payé les frais ou qui n'ont pas investi dessus, comme le prévoit la loi. Nous disposons aujourd'hui donc d'un arsenal juridique qui nous permet de constater, après un certain temps, que si le terrain qui a été attribué à un tiers n'a pas été mis en valeur, l'État, la loi nous autorise à pouvoir le récupérer. Donc ça, il faudrait, c'est une consigne que nous avons d'ailleurs donnée à nos services, pour pouvoir faire le point de toutes les attributions qui ont été faites depuis un certain nombre d'années, pour pouvoir voir si les gens se sont acquittés de leurs obligations, voir si les investissements ont été réalisés pour ce qui concerne donc les zones industrielles par exemple. Et lorsque nous aurons un rapport, nous verrons s'il ne faudra pas faire un retour au domaine public donc, de toutes ces parcelles-là. Parce que vous n'ignorez pas que la demande est très forte. La ville s'étend, mais il va bien falloir qu'à un moment donné qu'on puisse arrêter cette expansion urbaine pour penser plutôt à une restructuration urbaine. Et peut-être que tous ces terrains qui ont été attribués et qui n'ont pas été acquittés ou sur lesquels on n'a pas investi devront revenir au domaine public de sorte que l'État puisse les réaffecter à d'autres personnes. Oui, mais en attendant, lorsque vos agents sont sur le terrain, au lieu de faire le point, ils profitent de cette occasion pour réattribuer à d'autres personnes. C'est ça ce qui est malheureux, on constate sur le terrain. Ben, je dois dire aussi que je ne dédouane pas nos agents qui ont certainement beaucoup de tort. Mais je dois dire aussi que les gens aussi procèdent beaucoup par naïveté pour la plupart du temps. Parce que il est difficile pour un agent de pouvoir réattribuer de lui-même un terrain qui a été attribué par une commission. Lorsque cette commission se réunit, elle fait le point par rapport à des zones qui ont été loties pour savoir quel est le nombre de parcelles disponibles. Elle fait le point donc de tous les contentieux que nous avons au niveau donc des attributions. Ces contentieux, ce sont essentiellement les doubles attributions parfois, ou les personnes qui ont été déguerpies d'un certain site qu'on les réaffecte ailleurs. Elle fait le plan donc des demandes d'attribution de terrain et on essaie donc de dégager par rapport au nombre de parcelles disponibles, le nombre de parcelles qui doivent être attribuées. Et la commission se réunit. Les travaux de cette commission sont sanctionnés par un PV et surtout par un arrêté qui donne une liste souvent très longue donc de personnes à qui on attribue des terrains avec en face donc de leur nom, leur référence d'identité et les informations sur le site et le terrain qui leur a été affecté. Il est difficile dans ces conditions, lorsque le travail de la commission est fait, que un de nos techniciens sur le terrain puisse attribuer une parcelle pour laquelle, je dirais, il n'a pas la possibilité de modifier les données au niveau donc du guichet unique des affaires foncières ou au niveau de nos services cadastraux ou domaniaux. Mais il est vrai que beaucoup de populations subissent parfois donc le fait de certains de nos fonctionnaires. Et ça également, c'est un travail que nous sommes aujourd'hui en train de faire pour essayer de ramener un peu plus d'orthodoxie et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème de ce type-là. Monsieur le ministre, c'est vrai que beaucoup de Tchadiens sont propriétaires de maisons, mais n'ont pas de titre de propriété. Vous, au niveau de votre ministère, que faut-il faire pour que ces personnes-là puissent s'acquérir de ce titre de propriété? Bien. Il faut dire que la loi qui régit les titres de propriété est très vieille. Ce sont des lois de 1967 qui nous régissent aujourd'hui. Et dans ces lois-là, je pense que c'est la loi numéro 23, il est impossible d'avoir un titre foncier, parce que par titre de propriété, on entend essentiellement le titre foncier, sur un terrain nu. Le véritable problème, c'est que vous ne pouvez pas obtenir donc de titre foncier quand vous avez un terrain nu. Pour pouvoir mettre en valeur votre terrain nu qui vous est attribué par l'État, quand vous partez à la banque exige de vous
le titre foncier. Donc nous sommes dans une situation où c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il vous est impossible d'investir sur le terrain parce que vous n'avez pas de titre foncier, et la banque qui doit financer la construction exige le titre foncier. Nous avons engagé auprès de l'Assemblée nationale, après que ce dossier ait été validé en Conseil des ministres, nous avons engagé le projet donc de code domanial et foncier. Ce projet est toujours sur la table de l'Assemblée nationale. Nous espérons qu'au cours de cette année 2016, qu'il sera adopté par l'Assemblée nationale, et ça nous permettra donc véritablement d'engager une véritable réforme dans le domaine donc des titres de propriété. Mais cela dit, ce n'est pas une excuse non plus, parce que une fois que les attributions sont faites, ou une fois que les restructurations sont faites, ou même pour des terrains qui sont occupés aujourd'hui, les gens ont la possibilité d'entamer une procédure de régularisation. Cette procédure, c'est parfois aussi un petit parcours du combattant, je le concède. Mais au terme de cette procédure-là, il est possible, si un investissement a déjà été réalisé, donc après l'obtention d'un arrêté de gré à gré, d'obtenir un titre foncier. Sinon, pour des terrains nus, il est tout à fait possible, sans avoir investi de l'argent, d'entamer la procédure qui va suivre son cours et aboutir par la signature, par le ministre que je suis, d'un arrêté de cession de gré à gré. Et ce document-là, les banques ont compris que, compte tenu du contexte légal dans lequel nous nous trouvons, qui ne permet pas d'obtenir des titres fonciers, les banques l'utilisent pour pouvoir financer des logements. Mais il faut dire aussi que les prêts qui sont adossés à ce genre de documents de propriété provisoire, l'arrêté de cession de gré à gré, ne permettent pas de réaliser des investissements d'un certain niveau. Et que les prêts qui sont accordés par les banques aussi restent en général donc des prêts à court terme et qui restent assez élevés pour permettre à des personnes qui ont des revenus assez faibles donc de pouvoir investir pour avoir un logement décent. Donc, oui, ici à N'Djamena, il y a le guichet unique. Oui. Par contre, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de guichet unique, ce qui fait qu'on constate parfois sur le terrain que certaines autorités administratives, notamment les préfets et les sous-préfets, ils s'arrogent même le droit des agents de votre département ministériel pour prendre des taxes de façon abusive ou bien faire le tour des villages, prendre de l'argent chez les villageois et autres, sous prétexte d'urbaniser leur ville et autres. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le ministre? Bien. Il faut dire que le guichet unique des affaires foncières est une expérience très récente. Nous l'avons ouvert à N'Djamena seulement en 2013 et sa vocation justement a été donc de pouvoir constituer la porte d'entrée unique pour toutes les régularisations et la sécurisation donc des documents fonciers. Pour une question de moyens, il n'a pas encore été possible de déployer la même infrastructure dans nos différentes régions, mais cela est à l'étude, parce que le guichet unique nécessite, il faut que vous le sachiez également, la présence donc d'une banque, parce que les paiements se font donc, à la banque. Ça nécessite la mise en œuvre donc de nombreux moyens technologiques, notamment l'utilisation donc d'internet pour la transmission des données et leur synchronisation avec la base de données qui est ici. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore réuni tout ce qui nous permet donc de pouvoir installer le guichet unique dans chaque région, mais cela reste bien entendu dans notre programme d'activité et nous souhaitons donc pour l'année 2016, peut-être au moins une ou deux villes, voir dans quelle mesure on pourrait délocaliser également le guichet unique à ce niveau-là. Pour ce qui concerne la question des autorités administratives que vous évoquez, je dois dire que même au niveau de nos provinces, les textes existent. Je vous parlais tout à l'heure de la commission d'attribution des terrains en zone urbaine, qui est au niveau donc de N'Djamena. Mais dans chaque région, il y a ce qu'on appelle la commission locale d'urbanisme. Et cette commission-là, même si elle est présidée par des gouverneurs en général, elle comporte en leur sein le
représentants dans chaque région qui sont les délégués régionaux. Donc, il est difficile qu'une autorité administrative, quel que soit son rang, puisse s'arroger un peu les prérogatives du ministère, parce que les documents qui sont délivrés au niveau donc de ces commissions locales sont validés ensuite à notre niveau. Et il est difficile, si une autorité a pris un acte dont il n'en a pas la compétence, que ce document soit ensuite valorisé ou reconnu par nos services centraux. Donc ça, j'attire encore peut-être l'attention aussi des personnes qui se laisseraient intimider ou abuser par certaines autorités administratives de ce qu'elles n'ont pas compétence pour pouvoir délivrer des documents fonciers ou s'arroger elles-mêmes certaines prérogatives. Maintenant, la loi a prévu, et ça il est important aussi de le dire, que pour les zones rurales, aujourd'hui, c'est des documents qui peuvent être signés par les préfets. Il y a ce qu'on appelle des arrêtés de location rurale. Pour les arrêtés de location rurale, comme son nom l'indique, ce sont des terrains d'une certaine superficie, en général inférieure à 5 hectares par personne, qui permettent d'investir donc dans le domaine agricole ou pastoral. C'est une location rurale qui est faite au profit donc de particuliers pendant un certain nombre d'années, 5 ans, au terme duquel l'État va constater si l'arrêté qui avait été signé par le préfet et qui indique bien dans ces articles que c'est pour la réalisation donc d'une activité à vocation agro-pastorale a été faite ou non. Une fois que l'on s'est assuré que cela a été bien fait, qu'il y a eu un investissement qui a été fait, à ce moment-là, l'arrêté se transforme en un arrêté définitif. Et cet arrêté-là peut être transformé en titre foncier. Donc, il y a également ces cas-là, et la loi permet donc au préfet aujourd'hui donc de pouvoir signer de tels arrêtés. Voilà, M. Miss, on va revenir sur la politique de l'habitat. Oui. C'est vrai que au Tchad, par exemple, est-ce que le fait que le prix du ciment est à 13 000 un peu au-dessus, est-ce que c'est pas un frein aussi à l'accès au logement pour les Tchadiens? Forcément, parce que aujourd'hui, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, le niveau des salaires reste très très bas. Le prix du sac de ciment aussi aujourd'hui entre 10 000 et 12 000 francs. Ça fait que c'est un facteur qui reste quand même très déterminant dans la construction donc des logements décents pour les Tchadiens. En plus de cela, vous avez tous les autres matériaux qui sont importés. Le fer à béton, le bois, je ne cite pas les pointes et tous les restes qui entrent dans la fabrication d'une maison. Tout est importé. Ça fait donc que nous vivons dans un contexte qui est assez particulier et qui fait que justement c'est plus difficile pour un Tchadien d'avoir un logement social que pour quelqu'un qui habite dans un pays voisin qui a un débouché maritime et où les coûts restent assez moindres. Nous avons déjà une première cimenterie, c'est une très bonne chose. Il est envisagé, et c'est d'ailleurs l'un des projets que nous suivons avec un partenaire marocain, il est envisagé de construire une deuxième cimenterie à N'Djamena. Les travaux sont en cours et nous espérons que lorsqu'il y aura cette deuxième cimenterie-là, il y a dans tous les cas de la place pour d'autres cimenteries, que la concurrence aidant, que peut-être les coûts, au moins du ciment, vont permettre donc de faire que le sac du ciment sera plus à la portée. À côté de cela, nous avons en notre sein une direction qui s'appelle la direction de la promotion des matériaux locaux de construction, dont le rôle est d'essayer d'identifier aussi quelles sont, par rapport aux ressources naturelles dont nous disposons au Tchad, les potentialités, les gisements qui peuvent être exploités pour produire des matériaux locaux de construction à moindre coût. Donc là aussi, cette direction travaille aujourd'hui. Elle essaye donc de faire ce qu'elle peut. Mais cela dit, c'est un appel que je lance aussi à quelques opérateurs économiques d'essayer de voir s'il est possible de transformer sur place un certain nombre donc de gisements, de mines, de calcaire, etc.,
permettre aux Tchadiens d'avoir des matériaux qui ne soient plus importés, mais qui soient produits localement. Ça aura une valeur ajoutée en termes donc de recrutement de main-d'œuvre, et ça aura surtout l'avantage donc de pouvoir vendre sur place des matériaux qui soient à des prix plus raisonnables. Voilà, monsieur le ministre, et dans l'achat, par exemple, des terrains, est-ce que votre ministère a un droit de regard, sachant que les terrains N'Djamena qui sont vendus à 200, 300, 400 millions, un peu plus? Nous avons un droit de regard, forcément. Nous avons un droit de regard, et ce droit de regard, il est imposé, je dirais, à travers les différentes lois des finances. Puisque dans la loi des finances, il est fixé pour chaque quartier, nous parlons de N'Djamena, et également pour chaque ville, le prix des transactions au mètre carré. Ça veut donc dire que même si les transactions se font entre particuliers, lorsque on vient pour faire une mutation d'un droit de propriété, si l'on voit par exemple qu'à Farsha, le prix au mètre carré est à 30 000 francs, les frais que devront payer donc l'acquéreur, ce sera en fonction donc de la valeur qui est indiquée dans la loi des finances. Ça ne peut pas être en deçà. Donc l'État a prévu donc d'encadrer la vente des terrains, et surtout de s'assurer que lorsqu'il y a des transactions immobilières de ce type-là, que les différentes taxes soient payées. Est-ce que c'est bien respecté? Oui et non. Oui et non, parce que aujourd'hui, quand les gens voient que dans la loi des finances, qu'au niveau des domaines, pour acheter une propriété ou pour la vendre, le prix au mètre carré est fixé, je dis n'importe quoi, à 50 000 francs ou 100 000 francs CFA, les transactions se font entre particuliers, mais n'aboutissent pas. C'est-à-dire qu'on fait donc une vente sous seing privé, ça reste au niveau des notaires, mais le processus ne va pas jusqu'à son terme, pour éviter justement de payer les frais. Ouais. Mais à ce niveau-là, qui perd? C'est l'acquéreur qui perd, qui est en infraction? Ben, l'acquéreur s'expose lui-même à certains problèmes, je dirais, parce que le vendeur aura perçu son argent. L'acquéreur n'aura pas pu, sauf si il sous-évalue, et ça là est une pratique aussi qu'il faut souligner, sauf s'il sous-évalue sur l'acte de vente le prix réel d'acquisition du bien. Mais c'est en sa défaveur dans tous les cas. Voilà, monsieur le ministre, c'est vrai, est-ce que le ministère de l'urbanisme ne doit-il pas se déplacer vers le citoyen lambda, lui faire comprendre la politique d'urbanisme du Tchad? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un déficit de communication, le Tchadien ne sait pas exactement comment faire pour ce que vous avez évoqué ici. Oui, merci de me donner cette opportunité, encore une fois, donc de m'exprimer. Il y a un déficit de communication, parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font au sein du ministère, que ce soit dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat, dans le domaine du foncier. Mais c'est vrai que notre faute est que nous ne communiquons pas suffisamment à ce sujet-là. Dans le cadre de notre programme d'activité, nous avons d'ailleurs prévu un plan de communication sur lequel nous sommes en train de travailler et qui nous permettra justement donc de mieux vulgariser les droits et devoirs donc des usagers en matière foncière, pour savoir quels sont leurs droits, mais également quels sont également leurs devoirs. Parce que ces différentes lois restent pour la plupart du temps appliquées par des spécialistes des questions foncières, mais très peu de personnes ne les connaissent exactement. Donc c'est un travail à faire, je vous le concède. Nous allons, je l'espère, donc engager dès que possible une campagne de communication qui sera multidisciplinaire, hein, parce que il y a plusieurs volets que cela recouvre, pour permettre aux gens donc de savoir ce que nous faisons déjà et quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs également. Je voulais juste, si vous le permettez, dire que il avait été démarré il y a quelques années une opération de cadastre de proximité, et là aussi donc dans ce cadre-là nous prévoyons donc de reprendre les travaux qui avaient été faits pour permettre donc à certains quartiers qui sont aujourd'hui situés en plein cœur de la capitale, donc de pouvoir disposer de documents fonciers. Parce que pour beaucoup de ces quartiers-là, qui sont vraiment en plein milieu de la ville, il n'y a jamais eu de lotissement,
Et il est de notre devoir donc de repartir donc vers les personnes qui y habitent pour leur permettre donc de faire des lotissements, de faire de bornage et de pouvoir obtenir donc une régularisation de leur parcelle. Monsieur le ministre, il ne reste que quelques 5 minutes. Nous allons évoluer. Dans votre département, il y avait beaucoup de projets. Je prends l'exemple du Proadel, qui est aujourd'hui en voie de disparition. Qu'est-ce qui se passe exactement, monsieur le ministre? Bien, le Proadel avait pour vocation donc de réduire la pauvreté et promouvoir le développement durable dans les zones rurales par l'autonomisation des communautés et des activités décentralisées. Le Proadel a connu, je dirais, une évolution qui s'est déroulée en 2 ou 3 phases. Ce projet a été arrêté parce que tout simplement les différents bailleurs de fonds qui nous aidaient à financer ce projet-là, donc ont arrêté leur financement parce que le projet est arrivé à terme. Il faut dire que au niveau du Proadel, il y a eu des choses qui ont été faites, surtout donc au niveau donc des régions et des communautés décentralisées, mais les progrès restent modérément satisfaisants. Nous sommes donc dans une réflexion pour voir quels sont les acquis, malgré tout, donc, de ce projet-là, et de voir de quelle façon les capitaliser déjà, ou voir comment, pour les objectifs qui n'ont pas été atteints, faire en sorte que cela soit repris, peut-être par un autre projet, ou dans le cadre des activités normales de notre ministère, pour que, in fine, les objectifs globaux de départ soient atteints. Vous êtes ministre du gouvernement. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, a un esprit panafricaniste. Que vous inspire cet esprit? Bien, merci de me donner l'opportunité également donc de remercier le président de la République pour la confiance qu'il a eue en moi en me nommant donc à la tête de ce ministère. J'ai personnellement vécu dans plusieurs pays africains. J'ai commencé ma carrière professionnelle. Et j'avoue que depuis que je suis revenu au Tchad, je suis particulièrement impressionné par la vision de notre chef de l'État. Il est aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. Je ne pense pas que cela soit gratuit. C'est le fruit donc des efforts inlassables qu'il mène depuis un certain nombre d'années pour valoriser notre continent, faire en sorte que un certain nombre de fléaux, et là je pense notamment au terrorisme pour lequel il est activement engagé, soient anéantis. C'est ce qui explique notre participation aux opérations militaires dans des pays lointains comme le Mali, ou dans des pays plus proches de nous tels que le Cameroun ou le Nigeria. En tout cas, c'est une fierté pour moi, pas seulement en tant que membre du gouvernement, mais en tant que Tchadien d'abord, d'avoir un chef de l'État qui s'intéresse donc à ces questions-là et qui œuvre non pas seulement pour le développement de son pays. Ça, je pense que pour tous ceux qui connaissent le Tchad et qui ont vu les différentes évolutions du pays depuis les 5 dernières années, ils savent très très bien qu'est-ce qui a été fait par le chef de l'État pour nous permettre d'atteindre le niveau de développement que nous avons aujourd'hui. Et je suis convaincu que si nous en avions les moyens, que le chef de l'État ferait en sorte que nous avancions encore plus vite. Mais cela dit, le cap a été fixé sur 2030 pour atteindre l'émergence. Donc d'ici 2030, je pense que beaucoup de choses pourront se faire. Monsieur le ministre, en 2-3 mots, c'est vrai qu'il est le candidat de votre parti, oui, le mouvement patriotique du salut. Il a surpris plus d'un lors de son discours d'investiture, où il a parlé de la réforme des institutions, de l'instauration par exemple du fédéralisme et de la limitation de mandat. Vous, quel est votre point de vue sur ce discours-là, que personne ne s'y attendait? Ben, pourquoi pensez-vous que personne ne s'y attendait? Je dirais tout simplement que le chef d'État est vraiment dans l'air du temps. Ce sont des problématiques de l'heure. Et je pense que ça encore, c'est le fruit de sa vision. Il faut le féliciter pour cela. Le chef de l'État a abordé des sujets sans tabou. Parce que toutes ces questions que l'on pensait être l'apanage donc de certains partis uniquement, le chef d'État a eu le courage donc de les poser très clairement. Et cela démontre, si besoin en était encore,
que c'est vraiment quelqu'un qui est au fait donc de l'actualité politique de notre pays et de la sous-région, et qui sait très très bien qu'il faut se poser ces questions-là, et qu'il est de son devoir à lui en tant que chef de l'État, si les autres n'osent pas l'exprimer, de devoir nous obliger à y penser. Et ça, je voudrais le féliciter encore une fois de plus pour cette clairvoyance et pour cette vision. Voilà, merci Monsieur le ministre. Merci une fois de plus d'être venu, chers téléspectateurs. Nous venons donc de recevoir sur ce plateau Monsieur Mboku Ngabo Sili, il est le ministre tchadien de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Il était donc l'invité de 52 minutes pour convaincre. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre invitation encore. Merci.